De nombreux efforts sont actuellement déployés par les dirigeants pour faire accepter le projet Bastouliar à la population. Celle-ci reste hostile au projet étranger soutenu par le régime en place. L'élection des présidents de Fouktane est urgente selon les députés. Il s'agit d'une loi établie par les dirigeants occultes à cause de calculs politiques. Andrzej Wajda a annoncé lors de son intervention médiatique dimanche dernier qu'il se rendrait dans le sud pour expliquer au peuple le projet Bastouliar. Une annonce qui a surpris plus d'un, tant le président semble insister pour que la population accepte ce projet porté par une entreprise privée. Selon les explications, la population ne fait pas confiance au projet étranger soutenu par le régime en place. Grèves et manifestations populaires se sont récemment multipliées, que ce soit dans le sud avec Bastouliar ou dans le nord à Nosakati, où une grande entreprise étrangère aurait obtenu un bail amphithéotique. Cette perte de confiance s'explique notamment par les irrégularités observées, non-paiement des indemnisations pour les terres touchées, comme dans le cas du projet d'autoroute où des rizières ont été remblayées sans compensation, et non-respect de nombreuses promesses faites par les dirigeants. Par ailleurs, la corruption et les abus de pouvoir restent omniprésents sous diverses formes. C'est l'histoire. Il y a eu les affaires concernant Fort-Dauphin et celles de l'Ouest, notamment Mouramang jusqu'à Tamatave, avec le projet Ambatvi. Il est clair que la gestion des fonds obtenus par le CDD dans ces régions a exacerbé la méfiance et la suspicion de la population. En effet, l'argent destiné au CDD a été détourné par le pouvoir central, qui estimait que les régions n'avaient pas encore les compétences nécessaires pour gérer ces fonds. Les habitants ne font plus confiance, car les bénéfices qu'ils devraient recevoir n'arrivent jamais jusqu'à eux. Par ailleurs, les fausses promesses, notamment dans le cas de Fort-Dauphin, ont entraîné des tensions violentes. Des vies humaines ont été perdues. Les gens ont manifesté car ils n'ont pas senti les impacts du projet. La transparence doit être instaurée dans ces projets si l'on veut rétablir la confiance entre le peuple et les dirigeants. Les avantages que le peuple va en tirer doivent être clairement communiqués. De nombreuses exploitations ont lieu actuellement dans le pays, dont les détails sont inconnus. La transparence de l'étude d'impact environnemental du projet est une question cruciale. Des habitants ont-ils bien été pris en compte dans ces études? Ont-ils réellement été consultés? Si certains restent encore opposés à ce projet, cela peut s'expliquer par le fait qu'ils ne connaissent pas ses véritables retombées. Peut-être que les enquêteurs ne les ont même pas approchés. D'après ce qu'on a pu entendre, des irrégularités persistent concernant le permis du projet Bastouliar, mais ce n'est pas le seul cas. Il existe également de nombreuses exploitations minières dans le pays dont les noms sont inconnus. Selon les informations diffusées sur les réseaux sociaux, cela concerne notamment la région d'Ambatfinanjan. Ce n'est donc pas uniquement une question liée à Bastouliar, mais plutôt à l'ensemble des exploitations minières dans le pays. Cela doit être transparent. Les journalistes, les députés, les autorités locales, les régions, les communes et surtout les citoyens ne devraient pas ignorer cela. De nombreux alliés du régime actuel ont fortement protesté contre le projet Bastouliar en 2018 sous le régime précédent. Ce revirement politique contribue à accroître la méfiance du peuple envers ce projet et les dirigeants. La tenue d'élections pour désigner les chefs de Fouktane est devenue urgente selon un député face à la montée des tensions sociales dans plusieurs localités. Pour lui, le manque de légitimité de ces responsables, souvent nommés sans l'accord des populations, alimente les conflits de proximité. Le décret numéro 2009-890 du 2 juillet 2009 stipule clairement que les chefs de Fouktane doivent être élus 3 mois après les élections communales. Ils doivent être choisis par la communauté, puis nommés par le chef de district. Or, aujourd'hui, c'est ce dernier qui impose directement ses choix, sans passer par le vote des habitants.
Certains chefs de district vont même jusqu'à remplacer les responsables de Fouktang qui n'adhèrent pas à leurs intérêts politiques. Cette pratique viole la loi et affaiblit la gouvernance locale. Elle contribue également à l'insécurité. Il y a des calculs politiques derrière tout cela, et cela engendre pourtant l'insécurité, car le chef de Foukountan n'est pas unanime dans sa localité. Quand c'est une personne choisie par le peuple, il a une redevabilité envers ce dernier. La population locale fait confiance à celui qu'elle a choisi. S'il y a des vols de zébus, le chef de Foukountan peut ne pas vraiment intervenir sans adhésion populaire. Il ne peut réunir la population pour se protéger collectivement et s'entraider. Cela fait des années que des partis politiques, des organisations de la société civile et même des groupes d'influence réclament l'élection de ces responsables de base. Mais jusqu'à présent, l'exécutif refuse d'appliquer cette disposition légale. Les députés comptent, selon les explications, faire de cette revendication une priorité lors du face-à-face avec les membres du gouvernement pendant la première session ordinaire de cette année. Selon les informations qui circulent parmi les opérateurs d'Antala, le nombre d'acteurs de la filière vanille qui obtiendront un agrément de l'État devrait diminuer. La politique gouvernementale actuelle de gestion du secteur s'oriente, selon le député d'Antala, vers une destruction progressive de la filière vanille, alors que la libéralisation du secteur est débattue depuis des années et figurait parmi les recommandations issues des consultations avec les acteurs concernés. Les autorités semblent faire volte-face, selon les signaux perçus localement, explique le député. De nombreux exportateurs expriment leur inquiétude face aux échos selon lesquels le nombre de bénéficiaires d'agréments va être réduit. Une telle décision serait contre-productive si l'on vise réellement le développement. Pour progresser, il faut offrir des perspectives d'emploi, notamment aux jeunes. On parle d'une réduction à seulement 20 ou 25 exportateurs, alors qu'ils sont actuellement plus d'une centaine. Or, si un exportateur emploie 1000 personnes, la disparition de 10 d'entre eux pourrait priver 10 000 personnes de leur emploi. Il est essentiel de réfléchir à cela avec sérieux, ce ne sont pas seulement les entreprises qui seront touchées, mais toutes les familles qui dépendent de cette activité. Selon les chiffres publiés par la Banque centrale de Madagascar, les recettes en devises générées par la vanille ont diminué de 15,4% en 2024. Outre les pertes de recettes publiques, la mainmise sur le secteur entraîne une crise profonde pour des centaines de milliers de foyers et la libéralisation est nécessaire. Opérateurs, économistes, politiciens, nombreux sont ceux qui ont déjà appelé l'État à instaurer la liberté de la filière vanille. Étrangement, des mesures toujours contraires sont mises en place pour ne citer que la fixation du prix de la vanille verte à 75 milliards sur le marché intérieur et de $250 pour la vanille préparée sur le marché international. Il y a aussi cette question du contrôle des agréments qui a déjà créé des troubles dans le pays et sur lequel les autorités s'obstinent, ce qui soulève la question de savoir si la stratégie mise en place par le régime actuel est réellement au service de l'intérêt national et des nombreux acteurs qui vivent de la vanille ou si elle est conçue pour protéger les intérêts de quelques-uns. L'éducation civique à Madagascar se dégrade petit à petit. La pauvreté extrême qui touche une large partie de la population est l'une des principales causes de cette situation, selon les explications d'une animatrice en éducation citoyenne au sein de la société civile. La vie est devenue si difficile que de nombreux parents, accaparés par la recherche de moyens de subsistance, relèguent l'éducation de leurs enfants au second plan. Ils n'ont plus le temps d'échanger avec eux. Cette dégradation ne touche pas uniquement les enfants et les jeunes, mais aussi les adultes. Il est temps de reconnaître que l'éducation est en mauvaise posture et qu'il est urgent de mettre en place des solutions durables. Améliorer les conditions sociales dans le pays est l'une des clés selon elle. Une véritable entraide entre tous les acteurs responsables devrait être instaurée. Il faut ouvrir la discussion entre adultes sur les questions d'éducation civique et de citoyenneté et de prendre exemple sur les personnes reconnues comme modèles de la société. Pour moi, la solution réside dans le courage d'en parler. Souvent, on dit que chacun ses affaires, mais éduquer les citoyens, c'est avant tout communiquer. Il est essentiel de briser le silence sur le manque de civisme. Avoir le courage de dire à un adulte qui jette des déchets n'importe où que ce n'est pas acceptable est crucial,
car si personne ne lui indique que son geste est mal, il risque de ne jamais le savoir. Au-delà de la pauvreté, d'autres causes aggravent cette dégradation: le manque de matériel, le faible salaire des enseignants, l'état d'infrastructures et des programmes scolaires mal conçus par les dirigeants et l'abandon scolaire. Pourtant, la Constitution de Madagascar garantit à chaque citoyen le droit à une éducation digne et fait de l'État le garant de ce droit. Ce droit fondamental est aujourd'hui ouvertement bafoué. Pour rappel, une lettre ouverte a été adressée en février dernier par la communauté éducative pour exiger le respect de ce droit. Selon les recherches d'une chercheure en histoire de l'art, l'architecture à Madagascar connaît une transformation continue depuis les années 1920. L'arrivée de l'architecture moderne a profondément modifié le paysage bâti du pays. Les matériaux traditionnels utilisés autrefois dans la construction des maisons, comme le bois ou l'argile, deviennent de plus en plus rares et chers, tandis que ceux employés aujourd'hui sont encore plus onéreux. Ces constats ont été mis en lumière lors de l'exposition de cette chercheuse sur l'évolution de l'architecture malgache dans le cadre de l'événement Café Histoire. On est passé des Chan Kotona à des constructions plus élaborées. Les techniques de construction ont évolué, mais les ressources naturelles, elles, s'amenuisent. La déforestation rend le bois de plus en plus rare, tout comme la réduction des rizières limite l'accès à l'argile. Ces matériaux traditionnels deviennent donc coûteux. Quant aux matériaux modernes, comme le ciment, leur prix reste également élevé. Pourtant, la population continue d'augmenter, entraînant une hausse des besoins en logement, alors même que les matériaux de construction sont de plus en plus inaccessibles. Le Café Histoire est un événement organisé par le musée de la photo. Il invite régulièrement des spécialistes à présenter en images l'histoire de Madagascar, selon des thématiques variées. C'est une occasion d'échanger avec des experts, historiens, anthropologues et enseignants. Les intervenants varient à chaque édition. Le public peut poser des questions librement. Ceux qui viennent au musée de la photo découvrent l'histoire de Madagascar à travers des clichés soigneusement sélectionnés selon un thème précis. Cette fois-ci, le thème portrait sur l'architecture moderne et une exposition a présenté des photographies retraçant l'évolution architecturale du pays. Ainsi, Mathilde Desvages a été invitée à intervenir lors de l'édition du mois d'avril sur le thème Architecture à Madagascar.